BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et c'est Frédéric Durand-Bazin qui est là aujourd'hui pour vous répondre. Frédéric, on est parti avec Valérie à Saint-Maur qui voudrait savoir comment fonctionnent les prêts relais et les taux auxquels ils sont aujourd'hui proposés. Bon, en fait, le crédit ou le prêt relais, c'est vraiment simple de fonctionnement. On rappelle, c'est celui qui fait la jointure entre deux logements quand on déménage. En fait, c'est ça. Vous vendez votre bien et vous allez en racheter un autre. A priori, vous allez vous servir du prix que vous allez récupérer sur la vente de votre logement pour financer le suivant. Sauf qu'en général, on commence par vendre et on achète après. Mais il y a un moment de flottement, vous savez, vous vendez votre truc, il y a 3 mois entre la signature chez le notaire, etc. Vous allez vous engager sur un autre logement, vous n'avez pas encore le financement. Donc en fait vous allez souscrire ce qu'on appelle un prêt relais. Le prêt relais, c'est une sorte de crédit à court terme qui est souscrit sur 12 ou 24 mois, ça dépend au maximum de la durée que vous avez prévue pour financer votre bien. Et ce prêt relais, il va être à peu près l'équivalent de, on va dire 60 à 70% du prix d'acquisition, du prix de vente par contre de votre ancien logement. Parce qu'en fait c'est un prêt qui est assis sur la valeur du logement que vous êtes en train de vendre. Si vous êtes un très bon client de la banque, on peut obtenir jusqu'à 80 voire 90% du prix de la vente. Et après, il se souscrit comme n'importe quel crédit immobilier. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez demander ce prêt relais pour financer votre nouvelle acquisition, la banque va vous demander une garantie sur le bien que vous êtes en train de vendre ou celui que vous êtes en train d'acheter, peu importe. C'est pour ça, dans ces cas-là, il faut mieux opter pour nous ce qu'on appelle la caution mutualiste. Ça coûte moins cher qu'une hypothèque ou un privilège de prêteur de deniers. Ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas besoin, le crédit logement, parce qu'il n'y a pas besoin à la fin de lever l'hypothèque ou de lever les garanties qui sont liées sur ce type de bien. Voilà, donc ça c'est sur le fonctionnement. Alors sur le coût du crédit, c'est sensiblement le même que le crédit normal. Aujourd'hui on les trouve entre 3 et 3,5%. On peut même les trouver à un taux légèrement inférieur lorsqu'on prend un prêt relais sec. Alors le prêt relais sec, c'est quand vous ne souscrivez pas derrière un crédit immobilier long terme. C'est-à-dire que quand vous estimez que le prix de vente de votre bien va suffire à couvrir le prix d'acquisition du nouveau bien, ou alors que vous avez en plus des économies que vous allez pouvoir mettre au bout. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de financer votre nouvelle acquisition à crédit. Donc quand vous prenez un prêt relais sec, les taux sont plutôt à 3%, voire légèrement inférieurs. On peut trouver les taux à 2,80, ce qui est quand même une très bonne affaire. Il faut juste faire attention à une chose, que le prêt relais ne vous mette pas dans des situations périlleuses. Parce que vous allez vous retrouver pendant quelques mois, le temps que la vente se finalise, à rembourser 2 crédits, si jamais vous avez pris un crédit immobilier pour acheter votre nouvelle acquisition. Et ces deux crédits, ça peut coûter quand même assez cher. Imaginons que vous avez un bien de 400 000 euros que vous êtes en train de vendre et que vous rachetez un bien à 600 000. Alors effectivement, dans l'absolu, vous avez 400 000 euros d'apport. Mais sauf que comme vous n'avez pas encore finalisé votre vente, vous allez devoir, au cours des premiers mois, rembourser l'équivalent d'un crédit sur les 600 000 euros. Bien sûr. Donc il faut penser à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut penser à ce que quand même vous puissiez vendre votre premier bien. Donc ce qui veut dire qu'il faut le passer quand même, le mettre à un prix de marché pour pas que ça traîne des années et des années. Quelques contraintes quand même. Il y a quelques contraintes, mais c'est... Pour être sérieux. Donc comme on le rappelle à chaque fois, souscrire un crédit vous engage à le rembourser. Allez, une autre question, toujours à propos d'immobilier. Question d'Henri sur notre site bfmbusiness.com. Il s'interroge sur le dispositif du FLO. Ce dispositif est-il rentable vu les moins 20% sur le loyer pendant 9 ans? Alors, oui. Nous, on est en train de faire une étude justement sur la rentabilité du FLO. Oui, l'opération du FLO, elle est rentable, à condition, bien sûr, alors comme à chaque fois, de bien choisir le bien. Donc un bien de qualité, bien placé, près des transports en commun, des dessertes, des écoles, des commerces, enfin bon, bref, tout ce qu'on dit d'habitude. Donc ça veut dire que mieux le bien est placé, plus vous le trouverez facilement à le louer. Et puis, ça a la localisation géographique aussi. Toutes les villes ne sont pas forcément rentables. Paris, c'est peut-être un peu compliqué. Aujourd'hui de faire du FLO. Mais en banlieue parisienne, ça marche très bien. On a repéré par exemple des programmes à Aulnay ou à Bagneux dans le 93 où on obtient des rentabilités brutes qui sont proches de 5%, donc c'est quand même loin d'être négligeable. Et quand on va dans des grandes agglomérations genre Lille, Toulouse, Nantes, vous obtenez des rendements bruts
de l'ordre de 3,5%. Donc ça, c'est les rendements avant l'avantage fiscal. Lorsqu'on réintègre l'avantage fiscal, on remonte le rendement, on tourne cette fois autour de 6%. Donc pour répondre à la question, à l'interrogation de Henri, ou en tout cas c'est ce qui semble l'arrêter, c'est les fameux moins 20% sur le montant des loyers par rapport au loyer de marché. C'est pas toujours vrai. On a repéré par exemple qu'à Bagneux, ou dans certains quartiers de Lyon ou de Toulouse, en fait les tarifs, les prix au loyer qui sont fixés dans le cadre du dispositif du FLO sont à quelques centimes près exactement les loyers de marché. Donc ça, c'est des vraies opportunités, parce que vous vous trouvez dans un dispositif fiscal incitatif, et en plus, vous n'avez pas de contraintes spécifiques sur le montant des plafonds de loyer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on est tenu après à ces fameux plafonds de loyer, au-delà des 9 ans de détention du bien, c'est obligatoire dans le cadre du FLO. Au-delà des 9 ans, est-ce qu'on peut relever le montant du loyer au prix du marché? Alors en fait, il y a deux hypothèses. Soit au bout des 9 ans, vous changez de locataire. Donc si vous changez de locataire, là vous pouvez refixer le loyer que vous souhaitez, donc éventuellement le loyer de marché, dans la limite. Et là on ne profite plus de l'avantage fiscal du FLO. Non, mais de toute façon au bout de 9 ans c'est terminé du FLO. Donc vous pouvez remettre le niveau de marché si jamais il y a un vrai gap entre les loyers de marché et les loyers plafonnés. Par contre, si vous êtes avec toujours le même locataire au bout de 9 ans, vous pouvez le réévaluer, mais uniquement dans le cadre de la révision annuelle traditionnelle. Donc c'est le fameux IRL, l'indice de revalorisation des loyers qui s'applique. Voilà. Mais donc après 9 ans, il n'y a plus de contraintes particulières. Encore faut-il qu'on ne soit pas dans une zone du FLO là aussi pour l'augmentation des loyers. C'est ça, il faut qu'on ne soit pas dans une zone encadrée. Une question d'Arnaud à présent qui s'excuse, elle est très technique. Une SAS peut opter temporairement pour le régime des sociétés de personnes. Elle n'a pas d'activité commerciale durant sa phase de démarrage et possède un seul actif, à savoir un immeuble qu'elle met en location. Et du coup, sa question, c'est quelles sont les règles de détermination des résultats sociaux prévus si les parts sont détenues par des personnes physiques. Autre question, un associé peut-il déclarer la quote-part qui lui revient en tant que revenu foncier ? On est désolé, on a des auditeurs qui sont très pointilleux. Question pointue. Donc on rappelle juste ce que c'est qu'une SAS, donc c'est une société anonyme par action simplifiée, c'est une nouvelle forme de société, enfin nouvelle forme, ça fait quand même quelques années maintenant que ça existe, mais qui est venue compléter deux autres formes sociétaires, qui étaient la société anonyme, la SA, et la société à responsabilité limitée, la fameuse SARL. Donc ce que les législateurs avaient voulu créer à l'époque, c'était une forme sociétaire qui soit un peu plus simple à mettre en œuvre, avec un capital minimum qui soit inférieur à celui de la SARL, et qui soit dans des règles de fonctionnement plus souples. Donc ce qui veut dire que, par exemple, pour la question qui intéresse notre auditeur, effectivement, il est possible d'opter pour l'imposition des bénéfices pour le régime fiscal des sociétés de personnes, donc c'est-à-dire on l'a évoqué, je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, sensiblement la semaine dernière, quand on a parlé des SCI. Les SCI, vous vous souvenez, on avait le choix entre, Cédric, c'est vous qui étiez là, entre l'imposition à l'impôt sur les sociétés et l'imposition sur l'impôt sur le revenu. Là, c'est la même chose pour les SAS. Vous avez la possibilité d'opter pour le régime des sociétés de personnes. Donc, ce qui veut dire que la société va devenir transparente, entre guillemets. Donc c'est pas elle qui va payer l'impôt. Vous allez recevoir une quote-part, donc l'associé va recevoir une quote-part des bénéfices et il va payer l'impôt directement là-dessus. Et ça se détermine donc à la discrétion de chacun ou il y a des seuils ? Non, alors c'est plutôt en termes de délai. L'option, elle ne peut être prise qu'en début de vie de la SAS. D'accord. Elle est valable uniquement pour 5 ans et elle ne peut pas être renouvelée. Il y a une condition supplémentaire, il faut que la société ait été créée depuis moins de 5 ans pour pouvoir opter. Donc si vous êtes dans une SAS qui a plus de 5 ans et que vous n'avez pas encore opté pour l'imposition aux sociétés de personnes, vous ne pouvez plus le faire. Et puis si vous avez déjà opté il y a 5 ans, vous ne pouvez plus continuer à cette option. Donc après vous retournez dans le régime normal de l'impôt sur les sociétés. Alors, pour continuer la question, juste pour terminer, il faut dire que si vous êtes, donc si vous optez, vous allez effectivement être soumis à la fiscalité de l'impôt sur les sociétés de personnes, mais c'est pas pour autant que les revenus que vous allez percevoir vont être des loyers. Non, ça reste des bénéfices industriels et commerciaux. Donc vous allez les déclarer dans le cadre de ce régime-là. Donc c'est la seule chose à savoir. Et bon, globalement, de toute façon, c'est une question hyper technique et je conseille allègrement à Arnaud d'aller voir un expert comptable ou un fiscaliste pour prendre les bonnes options. Bon, voilà. Mais on peut quand même nous soumettre des questions très techniques.
Et on y répond, on n'a pas peur. Allez, on continue de répondre à vos questions dans un instant. Et on continue à répondre à vos questions. C'est Michel qui s'interroge. Sa mère a donné 17 000 € à ses 2 filles. À elle, elle a donné aussi 17 000 € à chacun des 2 enfants de sa sœur et 17 000 € à son frère. Michel a donc déclaré la donation pour ses filles aux impôts. Son frère et ses neveux ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui va se passer quand la mère de Michel décédera? Est-ce qu'on enlèvera de sa part les 34 000 € donnés à ses filles ou est-ce que sa mère doit faire un écrit pour décrire ses dons? Alors la situation de Michel, ou de sa mère plutôt, est assez complexe parce qu'effectivement, elle a effectué des dons à ses propres enfants, visiblement, et elle a également donné de l'argent aux enfants de ses enfants, donc en fait à ses petits-enfants. Et c'est pas tout à fait le même régime qui s'applique dans les deux cas. L'argent qui a été donné aux filles de Michel, donc aux petits-enfants de sa mère, et à ses neveux, sont pris sur la part du patrimoine qui est, dont la mère de Michel peut disposer librement, donc ce qu'on appelle la quotité disponible. D'accord. Par définition. Donc si vous êtes 3 enfants, visiblement, chacun des 3 enfants, au moment du décès de la mère, ce qu'on le souhaite le plus tard possible, recevra un quart du patrimoine. Et c'est sur le quart restant que ces sommes seront décomptées. Voilà. Donc au moment où le notaire va liquider la succession et vérifiera que les parts réservataires, donc c'est-à-dire les parts qui vont à chacun des héritiers, sont bien respectées, il procédera de cette manière. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au moment de ce calcul, on ne tiendra pas compte des donations qui ont été faites aux enfants des enfants, donc aux petits-enfants. Donc c'est ce qu'on disait, hein, c'est sur la part réservataire. Alors si on veut clarifier les choses, effectivement, le plus simple, ce serait que la mère de Michel fasse un testament pour dire ce qu'elle a donné. Elle n'est pas obligée de faire un acte de donation, hein, mais juste qu'elle précise dans un testament les sommes qu'elle a déjà données et surtout qu'elle indique la façon dont elle veut les donner. Ce qui veut dire, par exemple, lorsqu'elle donne aux enfants, à ses propres enfants, est-ce que c'est donné sur la part réservataire, donc c'est une avance en fait d'héritage, ou est-ce que on appelle ça, est-ce que c'est une donation préciputaire, c'est-à-dire c'est une donation qui est prise sur la quotité disponible, s'il en reste. Voilà. Donc ça c'est important que les choses soient clarifiées dès le départ, parce que ça évitera des conflits au moment de la liquidation de la succession. Bien sûr. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, il y a une question fiscale qui se règle là-dessus. Donc évidemment, on le sait, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, lorsqu'on fait des dons manuels, on n'est pas obligé de le révéler au fisc. Les seuls qui sont obligés de le révéler, ce sont les héritiers. Or là, qui va recevoir des dons? En fait, c'est la sœur et le frère, hein, visiblement. Et par contre, notre auditrice, elle n'a pas reçu de dons parce que ça a été fait directement aux enfants. Mais les enfants de Michel, ils n'ont pas à révéler les dons parce qu'ils ne sont pas héritiers. Ce sont des petits-enfants, hein, pour être clair. Donc ils ne sont pas héritiers, donc ils n'ont pas besoin de révéler ce don. Par contre, le frère de notre auditrice, oui, lui, comme c'est l'enfant de sa mère, par définition, il aura l'obligation de révéler le don. Donc il devra... donc, une situation pour les petits-enfants, une situation pour les enfants. Et dans tous les cas, mieux on renseigne ces histoires de donation. C'est toujours le plus simple. Et plus on établit les choses clairement, mieux c'est. Rédiger un acte, c'est encore ce qui est le plus simple. Allez, on a une autre question sur notre site bfmbusiness.com. Question à propos d'OPCVM cette fois. Question d'Anthony. Il vous demande quelles sont les garanties en cas de faillite de sa banque. Quelles garanties sur les OPCVM qu'il y détient? Alors, il y a une particularité des titres ou des actions des OPCVM par rapport aux fonds que vous déposez dans votre banque, c'est que votre banque, elle n'est que dépositaire de ces fonds. Alors que quand vous déposez de l'argent, non, elle n'est pas que dépositaire. Donc, quand une banque fait faillite, effectivement, vous êtes censé ne pas pouvoir retrouver les fonds que vous y avez placés. Par contre, les actions, comme elle n'est que dépositaire, c'est pas la propriétaire. Le propriétaire des titres, c'est toujours vous. Donc, même si la banque fait faillite, les actions et les OPCVM ne sont pas inscrits dans ces comptes et donc vous pouvez récupérer la totalité des actions et des OPCVM qui étaient en dépôt dans cette banque. Largement au-delà de 100 000 €. On ne parle même plus de seuil là, c'est la totalité. Il peut y avoir effectivement des cas, par exemple une faillite frauduleuse, où la banque a récupéré les titres pour elle.
Donc là, le fonds de garantie, ce fameux fonds de garantie, va pouvoir quand même s'activer, mais il s'activera que dans la limite des 70 000 euros. 100 000 euros, c'est pour les dépôts en espèces, 70 000 euros, c'est pour les autres types de dépôts. Eh bien voilà, de nouvelles rassurantes pour Anthony qui nous a envoyé sa question sur notre site. Merci beaucoup Frédéric. À la semaine prochaine. On a encore beaucoup de questions, mais on est arrivé au bout du temps. Et ben on les gardera pour la semaine prochaine. Chaque chose en son temps et on se retrouvera, oui, la semaine prochaine, bien sûr, avec grand plaisir. Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier, le numéro du mois d'avril. Oui. Qui est sorti. Immobilier, profiter de la baisse pour changer de logement. Tiens, on va avoir des recettes pratiques là encore. Exactement. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Il faut relancer le marché immobilier. Le CAC 40 qui est en hausse d'24%. Tout de suite, on parle action.